Lors de la pendaison de crémaillère, elle a dit « Ce n'est que mon petit ami ». J'ai souri, c'est une ex-petite amie, puis j'ai pris son ami célibataire par la main et je suis parti. Tu vas vraiment porter ça chez Amandine? Je ne voulais pas commencer par un soupçon, mais les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Chloé s'est figée, son rouge à lèvres à mi-chemin de sa bouche, surprise dans le reflet de notre réfrigérateur noir poli. La cuisine sentait le pain à l'ail, mais l'air, lui, était vif, cassant. Sa voix était calme. Trop calme. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma robe? Rien, ai-je dit en repoussant mon assiette. C'est juste beaucoup pour une petite pendaison de crémaillère. Elle a eu un sourire narquois mais ne s'est pas retournée. C'est Lyon. Les gens s'habillent. Je me suis levé lentement, laissant la chaise grincer un peu trop fort contre le carrelage. Depuis quand vas-tu à des pendaisons de crémaillère sans moi? Elle s'est enfin retournée, les bras croisés, le menton haut. Depuis qu'Amandine a dit que c'était réservé aux filles. Je te l'ai dit. Tu m'as aussi dit qu'elle avait déménagé le mois dernier. C'est drôle comme tu ne l'as jamais mentionné avant ce soir. Son sourire s'est effacé. Marc, peut-on éviter ça? Oh, on va y avoir droit, ai-je dit en m'approchant. Tu regardes ton téléphone toutes les 10 minutes. Tu as changé ton code d'accès, et maintenant, soudainement, tu te fais toute belle pour aller à une fête dont j'ignorais l'existence. Arrête. Elle a levé une main comme pour faire taire un enfant. Tu es paranoïaque. Non, ai-je dit, plus bas maintenant, plus dangereux. Je suis observateur. Quelque chose ne va pas, et tu le sais. Elle a scié, les lèvres entr'ouvertes. Tu penses vraiment que je te tromperais? Je l'ai fixé pendant un long moment. Je pense que les gens ne s'éloignent pas simplement. Ils choisissent la distance. Et dernièrement, tu l'as choisi tous les jours. Elle a attrapé sa pochette sur le comptoir, la mâchoire serrée. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Parce que tu déformes toujours tout. Non, ai-je dit en me plaçant entre elle et la porte. Je déforme les faits. Et ceci, c'est un fait. Tu me mens. Ses yeux se sont plissés. Sors de mon chemin, Marc. Où vas-tu vraiment? Chez Amandine? Elle a répondu sèchement. Alors laisse-moi te conduire. Elle a carrément ri, un rire bref et amer. Mon Dieu, tu as l'air pathétique. J'ai l'air d'un mari qui essaie d'obtenir une réponse franche. Elle est passée devant moi en attrapant son manteau. Je ne te dois pas un compte-rendu de chaque heure de ma vie. Non, ai-je dit en m'écartant. Mais tu me dois l'honnêteté. Et tu y as renoncé au moment où tu as choisi les secrets plutôt que nous. Elle est restée là, la main sur la poignée de porte, les épaules tremblantes. Vas-y, ai-je dit. Mais souviens-toi, chaque mensonge laisse une trace, et je suis très doué pour suivre les pistes. Elle a tourné la poignée lentement. Si tu ne me fais pas confiance, c'est ton problème. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé pendant que la porte se refermait derrière elle. Le silence qui a suivi n'était pas la paix. C'était le bruit de quelque chose qui se brisait. Notre mariage, peut-être, ou peut-être juste l'illusion d'un mariage. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, la maison que nous avions construite à partir de rien, chaque carreau choisi ensemble, chaque nuance de peinture débattue. Tout me semblait étranger maintenant, comme une scène de crime, comme le début de quelque chose qui s'effilochait. Mais je ne suis pas le genre d'homme à m'effondrer. Je monte des dossiers. Je découvre des faits. Et Chloé, elle venait de me donner mon premier coup à jouer. J'ai fixé la porte d'entrée pendant un long moment après qu'elle se soit refermée. Mon reflet persistait faiblement sur le panneau de verre, une silhouette floue d'un homme qui se sentait autrefois en sécurité dans sa propre maison. Maintenant, je me tenais dans une cuisine qui semblait plus froide que n'importe quel tribunal où j'avais jamais mis les pieds. Elle n'avait pas dit qu'elle m'aimait avant de partir. Pas même un regard. Juste le claquement de talons sans émotion sur le parquet et l'odeur d'un parfum qu'elle ne portait pas d'habitude. Après ça, j'ai agi comme un automate. Veste, portefeuille, clé, tout était méthodique. C'est comme ça que j'ai toujours survécu aux trahisons. Des pas lents et délibérés. C'est comme ça que j'ai bâti mon cabinet d'avocat à partir de rien dans le centre-ville de Lyon. La précision, pas la panique. Mais même moi, je ne pouvais ignorer la brûlure qui rampait sous ma peau alors que je me glissais derrière le volant. La fête d'Amandine. Chloé pensait que je n'irais pas.
Mais je me suis souvenu de l'invitation reçue par la poste des semaines auparavant, adressée à nous deux. À l'époque, cela semblait être une autre obligation sociale sans importance. Je l'avais jetée dans le tiroir du bas. Maintenant, elle ressemblait à une carte. J'ai reculé lentement de l'allée, les phares projetant de longues ombres sur la rue calme. Notre quartier était paisible, presque suffisant dans sa sérénité, des arbres taillés, des porches illuminés par des lanternes d'automne. Mais chaque pâté de maison que je passais ressemblait de plus en plus à un compte à rebours. Mon esprit ne s'arrêtait pas. Chaque interaction récente se rejouait comme une preuve. Son téléphone verrouillé. La façon dont elle sursautait quand je posais des questions simples. Le sac de sport dans sa voiture qui n'avait pas vu de tapis de course depuis des semaines. J'avais contre-interrogé des centaines de menteurs, des fraudeurs, des dirigeants, des ex-amants et pourtant, rien ne vous prépare à entendre un mensonge de la personne que vous embrassez pour lui souhaiter une bonne nuit. À mi-chemin, j'ai éteint la radio. Le silence était plus assourdissant. La maison d'Amandine se trouvait dans une impasse bordée de grands chênes et de lumières de Porsche couleur miel. Je me suis garé à quelques maisons de là, positionné juste assez pour ne pas être repéré. Mes mains se sont crispées sur le volant. Il aurait été si facile de simplement passer, de continuer ma route, de prétendre que ce soir n'avait pas d'importance. Mais je savais que je ne pourrais plus jamais dormir si je ne regardais pas. Je ne suis pas sorti. Pas encore. Je suis resté assis là, dans la voiture au ralenti, à regarder les silhouettes bouger derrière les rideaux, des formes qui riaient, un verre levé pour un toast, quelqu'un qui posait un bol sur la table. Et puis je l'ai vue. Chloé. Elle se déplaçait dans la cuisine comme si elle y était chez elle, souriante, parlant, ni affolée, ni nerveuse, à l'aise. Ses cheveux étaient bouclés, ses talons claquaient doucement, sa robe épousait ses formes d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Son rire m'est parvenu même à travers la fenêtre fermée. Et à côté d'elle, quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas distinguer son visage à cette distance. Juste la silhouette d'un homme penché près d'elle. Trop près. Elle ne s'est pas écartée. Mon pouce est accéléré, mais je suis resté immobile. Je n'allais pas faire irruption. Pas encore. Il y avait quelque chose de plus puissant que la rage à ce moment-là, la confirmation. Parce que ce n'était pas une femme surprise dans un moment d'égarement. C'était une femme qui avait déjà pris sa décision. J'ai posé mon bras sur le volant, les yeux fixés sur la fenêtre. Le costume que je portais m'a soudain semblé plus étroit. Ma mâchoire s'est contractée jusqu'à me faire mal. Elle pensait que je ne viendrais pas. Elle pensait qu'elle pouvait jouer deux vies côte à côte et que je resterais assis sur la touche, sans rien savoir. Mais elle avait oublié une chose. Je ne perds pas au tribunal, et je ne perds pas dans la vie. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit, ce samedi ordinaire dans une banlieue tranquille, allait être le début de quelque chose de complètement différent, quelque chose de calculé, quelque chose d'irréversible et j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce que cela signifiait. Je n'ai pas frappé, je n'en avais pas besoin. La porte d'entrée était entr'ouverte à peine, mais assez pour inviter le chapitre suivant. La maison d'Amandine avait le même charme policé auquel je m'attendais de sa part. Des lumières chaudes se déversant par les fenêtres. Une musique acoustique fredonnant de l'intérieur. La faible odeur d'agrumes et de vin rouge flottant dans l'air. La perfection de la banlieue lyonnaise. Je suis entré lentement. Les rires m'ont frappé en premier. Poli. Sans effort. Trop sans effort. Ce genre de gaieté étudiée que les gens arborent quand ils veulent que le monde pense que tout va bien. Une petite foule était rassemblée dans le salon ouvert. Des guirlandes lumineuses longeaient les moulures du plafond, projetant de doux halos dorés sur la tête de chacun. J'ai balayé la pièce du regard une fois, deux fois, puis je l'ai vue. Chloé. Elle était blottie sur le bord du canapé blanc d'Amandine, les jambes repliées sous elle comme si elle habitait là, et non comme une invitée. Sa main reposait nonchalamment, intimement, sur le genou d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il avait l'air détendu, comme si ce n'était pas la première fois qu'il jouait ce rôle. Peut-être que ce n'était pas le cas. La façon dont il se penchait, la façon dont elle inclinait la tête vers lui, la façon dont elle riait à quelque chose qu'il chuchotait. Ce n'était pas du flirt, c'était de la familiarité. Puis il m'a remarqué, et c'est à ce moment-là que tout a commencé à se fissurer. Il s'est redressé, clignant des yeux. « Eh, l'ami, je peux vous aider ?» Il n'était pas agressif, juste confus. Et Chloé, mon Dieu,
elle n'a même pas bougé au début, elle est juste restée là, figée, comme si son cerveau ne pouvait pas tout à fait comprendre que j'étais réel et que je me tenais à 1 mètre de son petit mensonge. Je l'ai regardé droit dans les yeux, calme, d'un calme mortel. Sa voix est sortie plate, robotique. C'est juste mon petit ami. Pas Marie, pas Marc, pas même un nom, juste un petit ami, sans visage, jeté au milieu de son histoire comme une note de bas de page gênante. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas haussé la voix. J'ai souri. Le genre de sourire que l'on arbore lors des plaidoiries finales. Mesuré, tranchant comme un rasoir. En fait, ai-je dit lentement, c'est juste une ex-petite amie. Silence. Un silence complet, retentissant. Même la musique semblait bégayer. Je me suis alors tourné, délibérément, et j'ai tendu la main au seul visage familier de la pièce, Clara, la cousine d'Amandine. Nous avions échangé quelques mots 1 ou 2 fois lors de dîners au fil des ans. Elle avait toujours été gentille, le regard vif. « Ça vous dérange de venir avec moi ?» ai-je demandé. Clara a scié, prise entre le choc et la curiosité. Bien sûr. Elle a pris ma main, et je suis sorti comme ça, froid, calme, avec le bruit d'un chaos chuchoté qui montait derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je pouvais entendre la voix d'Amandine, basse et urgente, et le remue-ménage gêné des gens qui faisaient semblant de ne pas m'aider. Et Chloé ? Elle n'a rien dit. Pas un mot. Dans la voiture, Clara m'a jeté un coup d'œil. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai expiré lentement, les 2 mains sur le volant. Exactement ce qui devait se passer. Elle est restée silencieuse un moment, puis a hoché la tête. C'était brutal. Et plutôt brillant. J'ai esquissé un léger sourire. Ce n'était que la déclaration liminaire. Alors que je m'éloignais du trottoir, quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Pas du soulagement, pas encore, mais de la clarté. Net et simple. Chloé avait joué son coup. C'était maintenant mon tour. Les lampadaires nous inondaient de flashs rythmiques pendant que je conduisais. Leur lueur peignait des bandes dorélantes sur le visage de Clara. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis que nous avions quitté la maison d'Amandine, mais je pouvais sentir la tension rebondir entre nous, tendue, électrique, curieuse. Elle a finalement brisé le silence. « Tu savais déjà, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ajusté le rétroviseur par habitude et j'ai pris la prochaine à droite, nous éloignant de la fête pour nous enfoncer plus profondément dans les routes sinueuses du quartier. Pas de circulation, juste la nuit et le vrombissement du moteur. J'avais mes soupçons, ai-je dit. Mais le voir. C'est différent de le voir de ses propres yeux. Clara m'a regardé, le front plissé. Tu as géré ça mieux que la plupart des gens ne l'auraient fait. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai eu un rire creux. Elle aurait dû. C'était l'homme qu'elle connaissait autrefois. De retour, les yeux grands ouverts. Un silence s'est installé. Puis elle s'est penchée en arrière, croisant les bras. Tu veux savoir qui il est, n'est-ce pas ? J'ai gardé les yeux sur la route. C'est si évident ? Clara a hoché la tête lentement. Il s'appelle Grégoire. Je ne l'ai rencontré que quelques fois. Amandine l'a présenté à Chloé il y a quelques mois lors d'une dégustation de vin. Il est mielleux, charmant de cette manière évidente. Toujours le premier à remplir votre verre et à complimenter vos chaussures. J'ai souri d'un air sombre. On dirait un signal d'alarme ambulant. Un gros, a-t-elle dit. J'ai toujours eu l'impression qu'il se passait quelque chose. Chloé s'asseyait toujours un peu trop près quand il parlait, et elle a commencé à se montrer aux événements d'Amandine sans toi. Ça correspondait. Chloé prétextait des dîners de travail et des soirées pour prendre soin d'elle depuis des semaines. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Est-ce qu'Amandine est au courant, ai-je demandé. Clara a hésité. Je pense qu'elle s'en doute, mais elle ne dit rien. Elle ne veut probablement pas s'en mêler. Tu sais comment est Amandine. Les drames compliqués lui donnent de l'urticaire. J'ai grogné en signe d'accord. Pratique. Nous avons tourné dans une route plus calme, les arbres se courbant au-dessus de nous comme des voûtes de cathédrale. Le silence de la nuit s'est de nouveau installé, mais cette fois, il était différent. Moins de silence, plus de stratégie. Clara m'a regardé. Et maintenant ? Tu l'as vu. Tu aurais pu faire exploser la fête, les exposer devant tout le monde, mais tu ne l'as pas fait.
J'ai hoché la tête d'un air sec. Cela ne m'aurait pas satisfait. Alors qu'est-ce qui le ferait? Je lui ai jeté un bref coup d'œil, ma voix calme, basse. La justice. Poétique, légale, froide. Elle n'a pas bronché. Au contraire, elle avait l'air impressionnée. J'imagine que tu ne vas pas la confronter ce soir. Non, ai-je secoué la tête. Cela lui permettrait de contrôler le récit. De se faire passer pour la victime. Je veux des faits. Je veux des chronologies. Je veux savoir depuis combien de temps elle me ment en face tout en dînant en face de moi comme si de rien n'était. Clara a eu un petit sourire ironique. Tu montes un dossier. Je l'ai regardé à nouveau, cette fois en soutenant son regard. J'ai monté une centaine de dossiers contre des étrangers. C'est la première fois que je dois en monter un contre quelqu'un que j'ai promis de protéger. Cette phrase a eu plus d'impact que je ne le voulais. Nous sommes arrivés dans l'allée circulaire du complexe d'appartements de Clara. Elle a touché légèrement mon bras avant de sortir. Si tu as besoin d'aide pour obtenir plus d'informations, je suis partante. Je l'ai regardée, surpris. Pourquoi? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Parce que je l'ai déjà vu jouer à ce jeu. Tu es juste le premier homme qui n'a pas l'air de la laisser gagner. La porte s'est refermée doucement derrière elle, et je suis resté assis là un long moment, fixant le siège passager vide. J'avais toujours pensé que Chloé était complexe, pas cruelle. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Pas seulement ma perception, mais ma résolution. Elle voulait agir comme si notre mariage était jetable. Très bien. Voyons à quel point les choses semblent jetables lorsque chaque mouvement est contré par une stratégie. Elle ne le savait pas encore, mais le procès avait déjà commencé. J'étais déjà au lit quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer assez fort pour faire trembler le cadre. Ses pas ont martelé le couloir talon sur le parquet, frénétiques et inégaux puis se sont arrêtés net devant la porte de la chambre. Pendant une seconde, il n'y a eu que le silence. Puis il a explosé. Tu m'as suivi? La voix de Chloé s'est brisée dans l'air, rauque et tremblante d'un cocktail de fureur et de peur. Je ne me suis pas redressé, je n'ai pas bronché. J'ai simplement plié le journal que je n'avais pas lu, je l'ai posé sur la table de chevet et j'ai rencontré son regard depuis l'endroit où j'étais assis. Bien sûr que je l'ai fait. Elle se tenait figée dans l'encadrement de la porte, le maquillage bavé, les cheveux en désordre d'où qu'elle soit revenue en courant. La robe qu'elle avait portée pour impressionner quelqu'un d'autre pendait maintenant maladroitement sur sa silhouette. Sa tension pressée exposait la vérité. Tu m'as humilié, a-t-elle sifflé en s'avançant dans la pièce. Devant Amandine, devant tout le monde. Je me suis adossé à la tête de lit, les bras calmement croisés. Non. J'ai corrigé les faits. Ses mains se sont levées, incrédules. Mon Dieu, tu as l'air si suffisant. Tu débarques, tu attrapes une fille au hasard comme un trophée, et tu sors comme si tu étais la partie lésée. Ma mâchoire s'est crispée, mais ma voix est restée mesurée. Ce n'est pas une fille au hasard. Et toi? Tu as cessé d'être ma partenaire à la seconde où tu as laissé Grégoire poser ses mains sur toi. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle ne s'attendait pas à ce que je prononce son nom. Cela l'a déstabilisée. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. La question est restée en suspens, comme une lame. Elle a détourné le regard, a scié, puis a de nouveau rencontré mes yeux, cette fois-ci avec défi. Ça n'a pas d'importance. J'ai hoché la tête lentement, comme si elle venait de confirmer tout ce dont j'avais besoin. C'est bien ce que je pensais. Elle faisait maintenant les 100 pas, les bras croisés, la voix montant. Et maintenant? Tu veux te venger? Tu veux transformer ça en un drame judiciaire pour prouver que tu es le plus fort? J'ai fait glisser le dossier manie de la table de chevet et je l'ai posé soigneusement sur le lit entre nous. Elle l'a regardé comme s'il était radioactif. Sa voix a baissé. Qu'est-ce que c'est? Ma décision, ai-je dit. Les papiers du divorce. Rédigés, déposés, prêts pour ta signature. Le changement sur son visage a été immédiat. Tout ce feu, disparut. Ses mains tremblaient en ramassant le dossier. Tu as déjà déposé la demande. J'avais une intuition, ai-je dit simplement. Appelle ça de l'instinct. Ou peut-être juste la reconnaissance de schéma. Elle s'est affaissée sur le bord du lit comme si ses jambes l'avaient lâchée. Marc, s'il te plaît.
S'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. Pouvons-nous juste parler sans toute cette mise en scène? Je l'ai regardée pendant un long moment. Pas à travers elle, mais elle. Ce qu'il restait de la femme pour qui je rentrais autrefois plus tôt, à qui j'apportais des fleurs, que je défendais dans des pièces où son nom n'avait pas sa place. Et tout ce que je pouvais voir maintenant, c'était de la distance. Je ne fais pas de mise en scène, ai-je dit. C'est toi qui en fais. Elle a laissé échapper un souffle étranglé, mi-sanglot, mi-rire. J'ai tout gâché. D'accord. J'étais. Je me sentais seul. Tu travaillais tout le temps. On ne se parlait même plus. J'ai incliné la tête. Alors au lieu de me le dire, tu as joué à la comédie avec un autre homme dans le salon d'une inconnue. Ses yeux étaient humides maintenant, clignant rapidement. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Vous ne le voulez jamais. Elle a tendu la main à travers le lit, désespérée maintenant. Ne pouvons-nous pas essayer à nouveau? Juste repartir à zéro. J'arrêterai de le voir. Je ferai tout ce que tu veux. Je me suis levé, j'ai marché lentement vers la fenêtre et j'ai écarté les rideaux pour voir la rue sombre et calme à l'extérieur. Je ne veux pas que tu arrêtes de le voir, ai-je dit doucement. Je veux que tu comprennes ce que ça fait d'être abandonné. Sa voix s'est brisée derrière moi. Ne fais pas ça, Marc. S'il te plaît. Je me suis tourné pour lui faire face. C'est déjà fait. Le dossier Manille était toujours posé entre nous comme un verdict. Froid. Final. Elle l'a regardé à nouveau, puis m'a regardé, et j'ai vu le moment où la panique l'a vraiment frappé. Tu es sérieux? Oui, ai-je dit. Et je te suggère de trouver un avocat. Un qui sait lire un contrat de mariage. Elle s'est figée. Exactement la réaction que j'attendais. Tu as oublié qu'on en avait signé un, n'est-ce pas? Son silence a tout dit. Elle s'est levée brusquement, les yeux fous. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors comme une chose jetée. Je ne te mets pas dehors, ai-je dit en m'écartant. Je t'informe que la procédure a commencé, et que tu devrais te préparer. Les mots l'ont frappé plus durement que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Elle a marché lentement vers la porte, comme si elle se déplaçait dans l'eau, sa voix à peine plus qu'un murmure. Marc, je n'ai jamais pensé que tu me quitterais vraiment. J'ai hoché la tête une fois. C'est ton erreur. Pas la mienne. Et sur ce, elle s'est retournée et a quitté la pièce. Pas de porte claquée cette fois. Juste le silence. Le son d'une femme réalisant que la seule chose qu'elle pensait contrôler venait de lui échapper complètement. Les murs de verre de la salle de conférence de mon cabinet n'avaient jamais semblé aussi appropriés. Tout était visible. Tout était exposé. Chloé était assise en face de moi à la longue table en noyer, les mains serrées sur ses genoux, essayant de convoquer une version de la femme posée et vive qu'elle était autrefois. Mais elle ne dirigeait pas cette réunion. Elle essayait de ne pas s'y noyer. Son avocat, un jeune homme au visage frais probablement recommandé par une de ses amies de brunch, s'est éclairci la gorge. Ma cliente cherche un règlement équitable. Elle a contribué au foyer, a soutenu la carrière de Monsieur Dubois pendant des années. Nous pensons qu'elle a droit à une pension alimentaire ainsi qu'à la résidence familiale. Je ne l'ai pas regardée. J'ai regardé Chloé. Ses yeux brillaient de ce même mélange d'espoir et de calcul que j'avais vu une douzaine de fois auparavant quand elle voulait quelque chose ardemment mais prétendait que ce n'était que justice. J'ai eu un petit rire silencieux, puis j'ai fait glisser le dossier sur la table. Son avocat l'a ouvert, son front se plissant immédiatement. Ma cliente aimerait vous rappeler, ai-je dit, la voix calme, qu'elle a signé un contrat de mariage il y a 7 ans, qui a été examiné, notarié, et surtout, inattaquable. La couleur a quitté le visage de Chloé si rapidement que j'ai presque eu pitié. Presque. Son avocat s'est agité, tournant les pages, parcourant les paragraphes comme s'il pouvait faire apparaître quelque chose de nouveau par la seule force de sa volonté. Il peut y avoir des dispositions, des failles. Je me suis tourné vers l'avocate principale de mon cabinet, qui était restée silencieuse jusqu'à présent. Des failles, Margot? Margot a souri poliment, puis a dit, aucune. Je me suis penché en arrière, fixant directement le regard de Chloé. Tu l'avais oublié, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. Pas besoin, car ce silence stupéfait et creux disait tout. Et quand le silence n'a pas fonctionné, le désespoir est venu à la rescousse.
Ce n'est pas juste, a-t-elle lâché soudainement, la voix brisée. Je t'ai donné ma vie, Marc. J'ai gardé un ton chirurgical. Et je t'ai donné protection, stabilité et ma confiance. Ces trois choses ne sont plus sur la table maintenant. Son avocat s'est penché en avant. Si nous allons au tribunal, cela pourrait devenir sordide. Allez-y, je vous en prie, ai-je dit. J'apprécierais. La menace a porté. Le souffle de Chloé s'est coupé, et pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, elle a semblé petite, impuissante. Elle a murmuré, « Tu vas vraiment me laisser sans rien ?» J'ai haussé les épaules. Pas sans rien. Juste exactement ce à quoi tu as consenti. Elle n'a plus parlé. Elle a juste fixé le papier devant elle comme s'il pouvait disparaître si elle clignait des yeux assez forts. Mais il n'a pas disparu, car ce n'était pas une histoire dont elle pouvait se sortir par le charme. C'était mon arène maintenant. Et dans cette pièce, je ne perds jamais. Le tribunal sentait le vieux bois et le papier, une odeur familière et stérile. Une deuxième maison pour moi. Mais pour Chloé, cela aurait tout aussi bien pu être un peloton d'exécution. Elle était assise à la table du demandeur dans un tailleur beige qui s'efforçait de rester composé, mais ses yeux la trahissaient. Grand, agité, cherchant comme si quelque part dans la pièce se trouvait un levier qu'elle pourrait actionner pour que tout s'arrête. Son avocat brassait des papiers, lui chuchotant des notes de dernière minute. Mais je pouvais dire qu'il sentait déjà la défaite. Il savait ce qui allait arriver. Il l'a su au moment où la juge est entrée et a jeté un coup d'œil au dossier du contrat de mariage devant lui. 15 pages de précision. J'étais assis tranquillement en face d'elle. Pas de notes à la main. Je n'en avais pas besoin. J'avais écrit chaque élément de ce scénario moi-même. Levez-vous, a appelé l'huissier. La juge Lefebvre a pris son siège. Des yeux vifs. Aucune patience pour la théâtralité. Parfait. Commençons, a-t-elle dit, feuilletant déjà les documents. Le demandeur demande une pension alimentaire et la résidence exclusive dans la propriété conjugale. Son ton seul disait tout. Une bataille perdue d'avance. L'avocat de Chloé s'est levé. Oui, votre honneur. Nous pensons que le contrat de mariage est invalide en raison d'un manque de divulgation financière au moment de la signature. J'ai gardé une expression neutre pendant qu'il essayait de noyer le poisson, mais Lefebvre n'a pas mordu. Selon ceci, a-t-elle dit en brandissant le document signé, les divulgations complètes ont été annexées et reconnues. Notarié. En fait. A-t-il balbutié. Nous soutenons également qu'il y a eu contrainte morale. J'ai levé doucement la main. Votre honneur, si je peux me permettre? Elle a hoché la tête. Contrainte morale? Nous avons signé cet accord à Bordeaux, en vacances. Après 3 verres de champagne et sur sa suggestion. Elle a dit qu'elle voulait que nous soyons tous les deux protégés. J'ai simplement suivi son initiative. La juge a regardé Chloé. Est-ce vrai, madame? Chloé a hésité, puis a hoché la tête une fois, à peine. Notez, a dit la juge d'un ton sec. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Laissez le silence faire son travail. L'avocat de Chloé a changé de tactique, essayant maintenant de la dépeindre comme la victime. Il a raconté une histoire d'abandon émotionnel, d'années de loyauté non appréciée. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé creuser. Puis, calmement, je me suis levé. Pas de contre-interrogatoire nécessaire, votre honneur. Mais j'aimerais soumettre le contrat de mariage original, les pièces financières justificatives et la preuve de signature volontaire. Lefebvre a hoché la tête, déjà peu impressionné par le drame. Elle a parcouru le dossier avec une rapidité clinique, ses lèvres se pressant en une fine ligne. Tout est en ordre, a-t-elle dit enfin. Madame Dubois, je ne vois aucune raison légale d'annuler cet accord. Vos demandes sont rejetées. Les mots ont retenti comme un coup de tonnerre. Chloé a sursauté sur son siège. Quoi? Non, il ment. Madame Dubois, a averti la juge. Vous respecterez ce tribunal. Mais il m'a manipulé. Tout ça est un coup monté. Il est froid, il est. Assez. Le marteau est tombé, ferme et final. Le divorce est prononcé selon les termes de l'accord. Tous les biens resteront au défendeur. L'audience est levée. Je me suis levé lentement pendant que la salle se vidait. Chloé s'est affalée sur son siège,
visiblement tremblante. Son avocat rangeait déjà ses affaires, évitant mon regard. Elle s'est alors tournée vers moi, les yeux rouges, la mâchoire serrée. « Ça ne te fait vraiment rien, n'est-ce pas ?» J'ai rencontré son regard. Stable, calme. « Non, ai-je dit. Plus maintenant. » Et je suis sorti. Sans fanfare, sans un regard en arrière. Juste le son de son monde qui s'effondrait derrière moi. Silencieux, net et mérité. L'appel est arrivé un jeudi. Je venais de terminer la déposition d'un client quand mon assistante est entrée avec une note. Grégoire dit que c'est urgent. Il a l'air secoué. Je ne me suis pas précipité pour le rappeler. Je l'ai fait attendre, je l'ai laissé mariner dans le pétrin qu'il pensait que je pourrais régler. 1 heure plus tard, je l'ai rappelé. Marc, a-t-il répondu à la première sonnerie, la voix déjà tremblante. Dieu merci. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Je me suis adossé à ma chaise, laissant le silence s'étirer. Grégoire, écoute, je sais que nous n'avons pas vraiment commencé du bon pied. C'est généreux. Il a laissé échapper un rire nerveux qui n'a pas tout à fait tenu. Ouais, écoute. J'ai besoin d'aide. Elle devient folle, mec. Voilà. L'effondrement. Elle, bien sûr, étant Chloé. Elle m'a dit que le tribunal avait statué contre elle, a-t-il poursuivi, les mots se bousculant maintenant. Elle a dit que tu l'avais laissée sans rien, et maintenant elle essaie de me prendre tout ce que j'ai. Des menaces légales, des textos à 3 heures du matin, elle se pointe à mon appartement sans y être invitée. Je ne sais pas quoi faire. Ça ressemble à un problème personnel. Marc, allez, a-t-il plaidé. Je ne savais pas qu'elle était encore avec toi. Elle m'a dit que vous étiez en pause, séparés. Ce n'est pas comme si j'essayais de blesser qui que ce soit. J'ai laissé échapper un long soupir. Tu as fait ton choix. Tu as joué à la maison avec une femme mariée. Tu es allé à des fêtes, tu as souri pour les photos, tu l'as laissé se glisser dans ton lit et te mentir en face. Et maintenant tu es choqué qu'elle te mente. Il y a eu une pause. Je n'ai pas signé pour ça. Elle a dilapidé mes économies pour ses frais de justice. Et maintenant, elle veut que je couvre davantage. Elle dit que si je ne l'aide pas à poursuivre en dommages et intérêts, elle m'exposera pour l'avoir trompée, quoi que cela signifie. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Chloé avait toujours besoin de quelqu'un pour porter le fardeau lorsque ses jeux s'effondraient. Et Grégoire, il s'était porté volontaire pour être sa prochaine plateforme. Maintenant, elle lui tirait le tapis sous les pieds. Elle a dit qu'elle avait des textos, a-t-il ajouté rapidement. Ceux où je lui disais que je m'occuperais d'elle, que je la soutiendrais toujours. Tu as bien dit ça, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, mais pas de manière légale. Pas par écrit. J'ai eu un petit rire sans humour. Grégoire, j'ai bâti toute ma carrière sur ce que les gens ne veulent pas dire par écrit. Il a gémi. Je pensais que peut-être. Peut-être que tu pourrais lui parler. Elle t'écoute toujours, non? Non, ai-je dit sèchement. Elle écoute l'argent, et tu en as moins maintenant. Silence. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il murmuré. Et pendant un instant, je l'ai presque ressenti. De la sympathie. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de son air sur ce canapé. Confortable, riant, blotti contre lui comme si j'avais été remplacé avant même d'avoir eu la chance de me battre. Je me suis souvenu de ce que ça faisait de s'asseoir en face de sa propre femme et d'être appelé son petit ami. Alors j'ai répondu. Tu règles ça, ai-je dit froidement. Tu la voulais. Tu l'as eu. À toi la couronne, à toi le fardeau. Il a tenté une dernière fois. S'il te plaît, mec. Si elle me poursuit. Alors tu ferais mieux de trouver un avocat. Un qui n'est pas moi. Et j'ai mis fin à l'appel. Pas de menaces, pas de théâtralité, juste un clic net et final. Ce n'est qu'après avoir raccroché que j'ai remarqué à quel point mon bureau était calme. Paisible, même. Parce que quelque chose avait de nouveau changé. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'étais lucide. Et bientôt, elle serait de retour. Non pas parce que je lui manquais, mais parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Il pleuvait quand elle est arrivée.
Pas une tempête, juste une bruine régulière et chuchotante qui assombrissait les marches du porche et tapotait doucement contre les fenêtres. J'avais travaillé tard, examinant des dossiers dans le salon, quand la sonnette a retenti. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine, et j'ai su avant même de regarder. Chloé. Elle se tenait sous la lumière du porche comme un fantôme d'une autre vie. Des cheveux trempés collaient à ses joues, du mascara coulant dans les creux sous ses yeux. Pas de parapluie, pas de manteau, juste elle et cette expression familière mi-fragile, mi-calculée. J'ai ouvert la porte mais je n'ai pas parlé. Elle a levé les yeux lentement. Je peux entrer ? Je me suis écarté sans un mot. Elle est passée devant moi comme si elle se souvenait encore de la forme de la maison. Ses pas étaient légers, hésitants, comme si les murs pouvaient la rejeter d'eux-mêmes. J'ai fermé la porte derrière elle, le son étrangement final. Elle se tenait au milieu de la pièce, les bras étroitement croisés. Je ne serais pas là si j'avais une autre option. J'ai haussé un sourcil. Je ne me souviens pas d'avoir demandé une explication. Elle a laissé échapper un rire sec et sans humour. Tu as toujours aimé avoir le dessus. Non, ai-je dit. J'aime juste la vérité. Tu devrais essayer un jour. Elle a grimacé mais n'a pas riposté. Cela m'a surpris. Au lieu de cela, elle s'est déplacée jusqu'au bord du canapé et s'est assise perchée, pas détendue, comme si elle savait qu'elle était là en sursis. J'ai besoin de ton aide. J'ai hoché la tête, sachant déjà où cela menait. Grégoire, a-t-elle continué, la voix chancelante. Il se retourne contre moi. Il prétend que je l'ai manipulé. Il dit que je lui dois de l'argent pour avoir vidé ses comptes. Il menace de me poursuivre en justice. J'ai croisé les bras. L'as-tu fait ? Elle a levé les yeux brusquement. Non. Je veux dire, il m'a donné l'argent. Je n'ai jamais demandé tout ça. Il a offert. Mais tu ne l'as pas arrêté. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucune réponse n'est venue. Exactement. Elle a expiré. Il est désespéré et dangereux, Marc. Tu ne le connais pas comme moi. C'est drôle. J'ai dit la même chose à ton sujet. Ça l'a touché. Elle a baissé le regard, ses doigts s'agitant sur ses genoux. Je n'ai personne d'autre. Et toi ? Tu es le seul qui puisse arranger ça. Je suis resté silencieux. Elle a de nouveau levé les yeux, humides. S'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai tout gâché. Mais s'il gagne au tribunal, je suis fini. Il m'enterrera sous les frais de justice. Et mon Dieu, j'ai juste besoin de quelqu'un qui sait comment gagner. Tu veux dire quelqu'un contre qui tu as déjà perdu ? Elle a scié, déglutissant visiblement. Je n'ai jamais cessé de te faire confiance. Ça doit bien compter pour quelque chose. Cette phrase. Ce plaidoyer doux et douloureux, celui qu'elle utilisait pour me ramener chaque fois que son charme s'estompait. Mais je n'ai pas mordu. Je me suis assis en face d'elle et j'ai étudié le visage pour lequel je rentrais autrefois. Le visage que je croyais autrefois. Tu veux que je te représente ? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête, visiblement soulagée. Oui. Je ferai tout ce que tu diras. Je suivrai tes instructions. Aide-moi juste à le faire tomber. Je n'ai pas répondu tout de suite, car ce moment avait besoin de temps pour respirer, pour s'installer, pour s'enraciner profondément dans son esprit avant que le véritable retournement de situation n'arrive. J'ai hoché la tête lentement, presque avec sympathie. D'accord. Je te représenterai. Ses épaules se sont affaissées. Une seule larme est tombée. Vrai ou simulé, je ne saurais le dire. Mais ça n'avait pas d'importance. Car pendant qu'elle était assise là à imaginer le salut, je planifiais déjà son verdict final. Les salles d'audience sont rarement conçues pour la vengeance. Elles sont stériles, impassibles, construites pour la procédure, pas pour le drame. Mais celle-ci, cette pièce, ressemblait à une scène. Grégoire était déjà assis à la table du défendeur, son avocat lui chuchotant à l'oreille, essayant probablement de calmer la tempête qui couvait derrière ses yeux paniqués. Il n'arrêtait pas de regarder vers la porte comme si elle pouvait le sauver, comme si tout cela n'était peut-être qu'un bluff. Ce n'en était pas un. Au moment où Chloé et moi sommes entrés main dans la main, cliente et avocat, son visage a perdu toute couleur, comme un rideau tiré sur une mauvaise pièce de théâtre. Chloé s'est déplacée à mes côtés avec assurance,
inconsciente qu'elle n'était pas la star de la performance du jour. La juge, la même que lors de notre audience de divorce, a haussé un sourcil à notre approche. Maître Dubois, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil au rôle. Vous représentez la plaignante aujourd'hui? J'ai hoché la tête. Oui, votre honneur. L'ironie n'a échappé à personne, et encore moins à Grégoire. Nous avons commencé par les déclarations liminaires. L'avocat de Grégoire a essayé de le dépeindre comme une victime manipulée, exploitée émotionnellement, poussée à donner à Chloé l'accès à ses comptes sous des prétextes romantiques. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé construire son récit. Parce que chaque seconde où il parlait rendait ce qui allait suivre encore plus percutant. Quand ce fut mon tour, je me suis levé, lentement et calmement. Votre honneur, nous ne sommes pas ici pour contester la complexité émotionnelle d'une relation ratée. Nous sommes ici pour prouver un fait simple, ma cliente n'a pas contraint, fraudé ou menacé Monsieur Bernard pour qu'il lui donne un accès financier. Je me suis légèrement tourné vers Grégoire. Il l'a donné de son plein gré, à plusieurs reprises, et par écrit. De ma mallette, j'ai sorti les messages imprimés. Des dizaines d'entre eux. Chacun signé avec cette bravade insouciante que Grégoire portait comme un parfum. Je m'occupe de toi, bébé. Utilise ce dont tu as besoin. Mon argent est aussi le tien. Nous sommes dans le même bateau. Je les ai lus à voix haute, un par un, laissant la salle d'audience digérer chaque promesse imprudente. Grégoire s'affaissait de plus en plus à chaque phrase, son avocat devenant de plus en plus pâle. Je ne défendais pas seulement Chloé, je prouvais le consentement de Grégoire au-delà de toute interprétation. Pas de menaces, pas de fraude, juste une dévotion aveugle et empressée devenue amère. Après le dernier message, je suis retourné à la table et j'ai glissé une copie à la juge. Les preuves sont claires, ai-je dit. Il ne s'agit pas d'un cas de vol. C'est un cas de regret. La juge a parcouru les messages, ses yeux se plissant à chaque page. Grégoire a essayé de protester, marmonnant à propos du contexte, de la manipulation émotionnelle, mais il était trop tard. Il s'était porté volontaire pour porter le fardeau de Chloé. Maintenant, il s'étouffait sous son poids. 1 heure plus tard, le verdict a été rendu. Tous les fonds ont été donnés volontairement. La plaignante ne doit rien au défendeur. L'affaire est classée. Mais ce n'était pas la partie la plus importante. C'était le moment où Grégoire s'est tourné vers Chloé, la trahison à vif sur son visage, et a réalisé toute la portée de ce qui venait de se passer. Elle ne l'a même pas regardé. Elle était trop occupée à me regarder souriante, pleine d'espoir, reconnaissante. Et c'était l'étape finale. Le piège s'était refermé. Nous sommes sortis à la lumière du jour comme des vainqueurs. Chloé était à mes côtés, le menton haut, les talons de nouveau assurés. Les marches du palais de justice s'étendaient largement devant nous, captant le soleil du matin entraîné sur la pierre. Les journalistes n'attendaient pas. Aucune foule ne s'était rassemblée. Mais le silence ressemblait quand même à des applaudissements. Un triomphe silencieux et net. Chloé s'est tournée vers moi au moment où nous avons atteint le bas des marches. « Tu l'as vraiment fait ?» a-t-elle dit, les yeux brillants. « Tu m'as sauvé. » J'ai ajusté mes manchettes, tenant toujours ma mallette. Non. J'ai gagné. Il y a une différence. Elle a souri, repoussant ses cheveux de son visage. Je sais que je l'ai déjà dit, mais merci. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'étais pas intervenu. J'ai rencontré son regard, je l'ai étudié, et pendant un instant, je l'ai vue exactement comme elle voulait être vue, reconnaissante, chaleureuse, peut-être même pleine d'espoir. C'était la même expression qu'elle avait utilisée lorsqu'elle m'avait demandé pour la première fois de lui confier mon cœur. La même qu'elle portait lorsqu'elle avait dit pour toujours. « Tu es vraiment brillant », a-t-elle dit en riant légèrement. « Je n'aurais jamais dû douter de toi. » C'est à ce moment-là qu'elle a touché mon bras. Doucement, familièrement. « Peut-être. Peut-être que c'est un signe », a-t-elle ajouté, sa voix s'adoucissant. Un nouveau départ. Et j'ai vu le déclic dans son esprit. Elle pensait que l'affaire était le test. Que gagner signifiait que quelque chose entre nous se reconstruisait. Qu'après tout, nous pourrions peut-être encore revenir en arrière. Je me suis penché légèrement, assez près pour qu'elle seule puisse m'entendre. C'était le plan depuis le début. Son sourire a vacillé. J'ai gardé un ton égal. Froid. Chirurgical.
Tu voulais que Grégoire soit ruiné. Je l'ai fait. Tu avais besoin d'un avocat. J'ai joué mon rôle. Mais ne confonds pas la victoire avec des retrouvailles. Sa main a glissé de mon bras. J'ai fait un pas en arrière. Tu n'étais pas la cliente, ai-je ajouté. Tu étais l'arme. Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts, les lèvres entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. La prise de conscience a commencé à se répandre sur son visage comme de l'encre tombée dans l'eau. Lente. Totale. Tu m'as utilisé, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. J'ai joué au jeu que tu as commencé. J'ai simplement mieux joué. Des gens passaient à côté de nous sur les marches, inconscients de l'effondrement qui se produisait sous leurs yeux. Les yeux de Chloé se sont remplis d'une chaleur soudaine et stupéfaite. Tu n'as jamais eu l'intention de m'aider, n'est-ce pas? Je t'ai aidé, ai-je dit. Simplement pas de la manière que tu attendais. Elle a secoué la tête, reculant comme si je l'avais giflé. Tu es froid. Je suis précis. Tu es sans cœur. Non. J'ai juste finalement arrêté d'offrir le mien à des gens qui brisent les choses pour le plaisir. Et sur ce, je me suis retourné, j'ai descendu le trottoir sans un autre mot, sans un autre regard en arrière. Derrière moi, je pouvais l'entendre m'appeler une fois, puis deux. Mais il n'y avait plus de poids dans sa voix. Plus de pouvoir. Juste un écho haletant de ce qui avait été. J'ai atteint le coin de la rue, je me suis arrêté au feu rouge et j'ai levé les yeux vers la ligne d'horizon. Ma ville, mon avenir, une page blanche. Je n'ai pas gagné juste pour les punir. Je voulais me libérer. Partir en sachant que je n'avais pas perdu le contrôle, je l'avais abandonné quand il ne me servait plus. C'est ça, la trahison. Si elle vous apprend quelque chose, c'est comment cesser de vous présenter comme la victime. Et quand vous cessez d'être la victime, vous cessez de saigner. Vous vous affûtez, vous vous reconstruisez, et vous ne jouez jamais, au grand jamais, à leur jeu selon leurs propres règles.